J'ai lu un bon paquet de livres ces 2 derniers mois et il est temps d'en parler. Hello c'est Estelle et bienvenue dans l'update lecture de mai-juin 2025. Nous sommes mi-juillet, je sais, mais j'ai toujours un petit peu de retard dans mes updates lecture, vous me pardonnerez. J'ai une petite douzaine de livres à vous présenter, il y a un petit peu de tout, franchement je suis assez fière de la tête de cette update lecture, ça a été 2 mois assez variés. On va commencer par les audiobooks que j'ai lus durant mon déménagement, ça remonte les gars. Je lis quasiment jamais d'horreur, mais ce livre-là m'avait fait un petit peu deuil, du coup je me suis lancée dans Don't Let the Forest End de C.J. Drews, qui est un livre qui va être traduit prochainement chez De Saxus fin août il me semble, et ce livre était extrêmement chelou. Je suis pas une grosse adepte d'horreur, je pense que j'ai pas forcément les codes, ce qui est bien, ce qui est pas bien, donc là mon ressenti global c'était juste oh my god what the fuck. On va suivre 2 meilleurs amis, Andrew et Thomas, alors qu'il va se passer des choses un petit peu cheloues dans cet internat. Les parents de Thomas ont disparu et sont plus ou moins présumés morts. Tout le monde accuse Thomas parce que c'est le seul qui était présent durant l'événement, mais Thomas nie complètement cette théorie. Le truc c'est que Thomas cette année il est un petit peu bizarre. Les années d'avant ils avaient l'habitude de faire plein de choses ensemble. Un de leurs trucs préférés notamment qu'ils faisaient c'était d'aller dans la forêt. Sauf que depuis cette année c'est interdit. Le truc c'est que Thomas continue d'aller dans la forêt et Andrew un jour va péter un câble et va le suivre. Et là ils vont tomber sur des monstres. Et les monstres qui veulent les tuer et qui veulent les bouffer et qui veulent tuer tout le monde dans l'université. Thomas explique à Andrew que ce sont ces monstres là qui ont tué ses parents et qu'en fait ces monstres proviennent de son carnet de dessin puisque Thomas est passionné par le dessin. Pendant tout le livre, Andrew et Thomas vont passer leur nuit à aller tuer des monstres. Et en fait, c'est des monstres plus que physiques, c'est aussi psychologiques, c'est-à-dire que des fois, en fait, ils ont l'impression que les monstres vont rentrer dans la salle de classe et que les autres élèves vont pas les voir parce qu'il y a que eux qui les voient. Et dès qu'il y a des monstres proches, ils sentent la forêt en eux. Genre, ils ont l'impression qu'il y a des branches dans leur ventre, qu'il y a de la terre dans leur bouche. Évidemment, toi, tu te dis, ok, il n'y a pas de monstre, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a un qui a des visions? Où va être la douille? Et quand tu finis par capter la douille, là c'est sympa. Il y a quand même un espèce de plot twist qui est intéressant. Et en même temps, c'est une fin qui est assez ouverte. En fait, tu ne sais pas vraiment où était la douille. J'ai mis 3 étoiles à ce livre parce que j'ai trouvé que la plume était quand même extrêmement belle. L'ambiance était hyper anxiogène. Genre en fait, du coup, eux, ils sont constamment en flip parce qu'ils doivent aller tuer des monstres. Andrew, il a peur que sa petite sœur se fasse bouffer par des monstres. En même temps, il faut qu'ils mentent à leur prof et tout. C'est de l'horreur, littéralement. Donc ce n'est pas un livre feel good. Après, j'ai été un petit peu décontenancée, je pense, par l'aspect horreur pur et dur. Ça m'a pas en fait passionné, moi, toutes ces histoires de monstres et tout. C'était pas exactement mon délire. Après, il y a 2-3 petits trucs que j'ai trouvé sympas. Premièrement, on a une représentation d'asexualité avec monsieur Andrew. C'était pas le centre de l'histoire, mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus gratté. Notamment, en fait, Andrew, il a du mal à parler de ses sentiments à Thomas parce qu'il dit, mais en fait, si je dis à Thomas, écoute, je suis amoureux de toi, mais on n'aura rien de physique, tu vois, donc il se retient parce qu'à un moment donné, ils finissent par s'avouer leurs sentiments parce que Thomas lui dit, moi aussi, en fait, mec, je suis amoureux de toi depuis le début. La discussion part pas vraiment dans le sens que Andrew voudrait parce que Andrew, du coup, il dit à Thomas, mais en fait, moi, j'ai juste pas d'assurance. Et Thomas le prend super mal parce que du coup, c'est intéressant, tu vois. Sauf qu'en fait, il n'y a pas eu de deuxième discussion pour venir un petit peu contrebalancer ça. Thomas, en fait, il a jamais vraiment compris. Un deuxième truc que j'ai trouvé qui était, pour le coup, extrêmement bien fait. Dans cette histoire, tu questionnes qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Quand est-ce que c'est une vision, quand est-ce qu'ils sont en train de rêver et tout. Et ça va même jusqu'à penser que des personnages sont faux ou pas faux. C'est quand même Thomas qui dit oui, je crée des monstres et tout. Moi, je me suis dit, ça se trouve en fait, Thomas n'est pas réel. Tu as 2 réponses différentes dans le livre. Je ne vous spoile pas, mais à la fin, je peux pas vous dire qui avait tort, qui avait raison, qui était vraiment là, qui était pas là. Et c'est à vous de décider ce que vous croyez. Donc franchement, si jamais vous lisez pas du tout d'horreur comme moi et que vous voulez avoir une petite introduction, je pense que c'est pas mal parce que c'est pas non plus trop gore, même si la fin est quand même un peu what the fuck, mais voilà. Donc ça sort le 28 août chez De Saxus si jamais ça vous intéresse et que vous voulez un petit peu sortir de votre zone de confort. Un autre audiobook, ensuite, je me suis fait quelque chose qui n'a rien à voir. Je suis allée lire Anxious People de Fredrik Backman. Alors ce mec est extrêmement connu parce que c'est celui qui a écrit Beartown. C'est un auteur suédois et au début j'avais pas du tout capté. Et en fait au fur et à mesure que du coup j'avançais dans le livre, je notais en fait que dans la plume il y avait un truc très très original, très différent. Et quand j'ai capté qu'en fait le mec avait été traduit et tout, je me suis dit ah mais ça tient la route. Ce truc là les gars, ça va être adapté en série ou en film et je suis mais joie parce que ce livre n'est pas fait
pour être un livre. Ce livre était tellement construit et réfléchi et écrit pour être à l'écran. La scène s'ouvre, nous sommes dans un appartement qui est en train de se faire visiter, donc apartment hunting, où on a une agente immobilière qui est dans une pièce avec plusieurs potentiels acheteurs. Et on apprend en fait que dans cet appartement, il y a un serial killer qui se cache, ce serial killer qui vient de tenter de braquer une banque, et que le serial killer a pris en otage en fait tous ces gens qui sont en train de visiter l'appartement. Tout va tourner autour de cette soirée, qui est en plus la soirée du Nouvel An. Tu as cette scène là de prise d'otage. Tous les 2-3 chapitres, tu vas aller voir plus précisément les histoires de chaque personne qui est dans cet apartment hunting pour t'expliquer en fait globalement qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Et même dans la narration en fait, donc tu attaques et là le narrateur te dit mais avant de vous parler de ça, il faut que je vous explique ce qui s'est passé avant. Vous voyez, il est hyper visuel comme ça, enfin c'est très cinématographique et ça moi j'adore. Franchement quand on joue comme ça avec la perspective, avec les timelines, ça faisait très narrateur extérieur de comédie un petit peu qui essaye de te raconter la situation avec assez de légèreté tout en faisant des petites blagues, mais derrière tout ça il y a quand même énormément de messages et de douceur et d'émotions quoi. Pourquoi Anxious People? Parce qu'en fait, tous du coup ces gens là dans le apartment hunting, on croit qu'ils sont otages, mais en fait ils ne sont pas vraiment otages, puisque donc la personne qui a fait le braquage de banque, c'était une personne qui était complètement désespérée, qui ne voulait absolument pas faire ça, c'est pas du tout une personne dangereuse, et en fait la personne tente de s'enfuir et se retrouve coincée et du coup essaye de se cacher dans cet apartment hunting. Il raconte en fait mais qu'est-ce qu'il a fait, mais comment il en est arrivé là, et tout le monde en mode oh mais pauvre chou, mais machin, et en fait c'est ça tout le long. Arriver à changer complètement notre vision de ok cette personne a tenté de braquer une banque, c'est une mauvaise personne, et en fait à la fin tout le monde se retrouve à rassurer cette personne et à genre être hyper généreux avec cette personne parce que la situation est juste beaucoup plus complexe que ce que l'image en fait ne laisse à penser. Et c'est ça que j'aime bien. Dans ce livre, tu as que de ça. On te présente un personnage, tu as une première réaction de dire oh putain ok donc ça c'est typiquement tel type de personne, ou alors cette situation est mauvaise ou cette situation est bonne. Et après tu as le flashback où tu rentres en fait plus précisément dans l'histoire de cette personne et tu changes mais complètement ta vision des choses. Voir juste comment tous ces personnages ils ont interagi ensemble, parce que du coup dans l'apartment hunting, chaque personne est si unique et a tellement un rôle. On a un couple de vieilles personnes dont la passion est d'acheter plein d'appartements et de les retaper, et en fait quand tu regardes plus loin que ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre en tant que couple et que le seul projet qu'ils ont ensemble c'est ça. De l'autre côté on a une meuf qui est complètement dépressive et que la seule chose qu'elle aime faire c'est d'aller justement dans des apartment hunting. Vraiment en fait ce livre c'est l'unicité, la spécificité. On va vraiment dans tous les détails possibles et inimaginables, même si en soi c'est pas mon livre préféré de tous les temps, j'ai pas non plus été à fond tout le temps. Il y a des passages mais genre dans quel monde on est, tu vois, genre il y a que dans ce livre que un truc comme ça est possible. Je pense notamment à un truc assez absurde qui se passe sur la fin, hilarant et juste, c'était parfait, tu vois. Donc vraiment je vous conseille, si vous voulez encore une fois varier un petit peu vos lectures, ce genre de livre je le conseille aux auteurs parce que vous voyez une autre façon de faire les choses, une plume assez déconcertante. Ensuite, je suis allée voir quelque chose qui encore une fois n'a rien à voir, un livre qui était sur ma page depuis un très long moment, Outlander version 2025. On suit l'histoire d'une meuf qui apparemment a une malédiction, tout le monde dans sa famille devient complètement barjot. Elle veille sur sa grand-mère, sa mère, et elle a très peur du moment où ça va lui arriver à elle. Du coup, elle a cette loi, elle s'interdit d'avoir des relations, de tomber amoureuse, parce que elle sait que dans quelques années, elle va perdre la mémoire, elle va devenir complètement folle, et du coup, elle veut pas imposer ça à quelqu'un. Un jour, sa grand-mère meurt et c'est horrible pour elle parce que vraiment elle s'en était occupée toute sa vie. Elle trouve quelque chose, une espèce de lettre qui lui dit plus ou moins meuf, il y a plus de choses derrière juste cette folie, et confiance et tout ira bien. Et là June remarque que elle commence à faire des choses bizarres. Quelle est donc cette malédiction? C'est que les femmes de cette famille peuvent retourner 3 fois dans le passé. Et comment elles font ça? C'est avec un pendentif. Elles peuvent avec les aiguilles tourner un petit peu les années, et June met ce pendentif sans en fait savoir ce que c'est et retourne dans le passé. Et à partir de là c'est assez sympa ce qui se passe. Elle est dans une putain de ferme et elle tombe sur un gars qui est en mode tu te fous de ma gueule. Et elle est en mode quoi? Genre qui êtes-vous? Et toi tu captes qu'en fait elle est mariée à ce mec dans le passé, elle a un gosse avec ce mec, sauf que elle l'a fait
avant d'être retournée là actuellement. En fait, elle capte qu'il faut qu'elle aille rencontrer ce mec. Parce que, en fait, elle l'avait déjà rencontré quand elle est revenue. Du coup, quand elle est plus vieille, elle retourne plus tôt dans le passé, genre 1805. Et là, elle tombe amoureuse du mec. Tout ceci, c'est un micmac de cerveau. Il faut se faire une frise dans la tête. Quand elle vient pour la première fois, c'est en fait la deuxième fois qu'elle est venue. Ce point-là, je l'ai adoré parce que le voyage dans le temps et tout, j'aime beaucoup cette idée de j'ai fait quelque chose dans le futur que je n'ai pas encore fait dans le passé. Et surtout, en fait, cette sensation de arriver quelque part, j'étais amoureuse de ce mec. Et du coup, la relation, elle est quand même assez difficile parce que lui est amoureux d'elle. Et elle est en mode, je me force à être amoureuse de toi, mais en fait, je te connais pas et tout. Aspect négatif, du coup, que je lui reproche, ils n'ont pas assez reparlé de leur relation. C'était très rapide. Et elle, en fait, en l'espace de 2 semaines, elle est en mode, ah mais oui, mais en fait, je suis amoureuse de toi, je suis prête à tout pour toi. Même sa fille, elle la reconnaît tout de suite comme sa fille. Et j'aurais aimé que ça prenne plus de temps, ces retrouvailles. J'aurais aimé que ils discutent beaucoup plus et qu'on prenne le temps de comprendre, ok, en fait, ils vont retomber amoureux, etc. Parce que du coup, là, en 2 semaines, la meuf, elle abandonne toute sa life. Donc ça aurait mérité un petit peu plus de développement, tout comme une explication claire à un moment donné. Parce que même moi, là, je pourrais pas, en fait, vous dessiner la frise chronologique. J'ai trouvé que c'était un petit peu confus de elle est revenue quand, pour faire quoi et en quelle année, machin, et toute cette histoire de pendentif avec l'année et tout. Ça m'a manqué d'un moment donné un truc qui est peut-être pas super sexy, mais où, dans un dialogue, quelqu'un explique, genre une bonne fois pour toutes, ok, tu as fait ça en telle année, puis après tu as fait ça, puis après tu as fait ça. Donc l'idée, 20 sur 20, l'exécution un petit peu faible, mais franchement, j'ai quand même passé un bon moment, et si vous aimez tout ce qui est voyage dans le temps et tout, let's go. Ensuite, les amis, je vous ai fait un petit vlog de lecture dans lequel je vais dévorer ces 4 romances-là. Je vais vous faire un topo rapide sur chacune, mais si vous voulez mon avis plus approfondi, n'hésitez pas à aller voir le vlog. J'ai commencé avec Say You Remember Me de Abby Jiménez, et ce livre-là a confirmé que Abby et moi, nous sommes en rupture. Je suis plus vraiment à fond comparé à avant. Je trouve en fait qu'elle rentre beaucoup plus dans des facilités et ça me déçoit de ouf parce que j'ai énormément aimé certains de ses anciens livres, et là je trouve que c'est tellement redondant. Tu as une scène d'introduction mais hyper what the fuck pour capter ton attention, le mec est tout de suite complètement in love de elle, n'a aucun défaut, est prêt à tout pour elle, vraiment l'homme parfait, mais du coup trop parfait, et du coup ça le rend complètement creux. Un obstacle lié à leur famille ou à leur santé mentale, mais un truc bien lourd émotionnellement qui est balancé à la page 12 comme ça, sans vraiment trop de contexte, et du coup tu te dis mais est-ce que je suis censée être touchée par cette histoire ou pas? Comme tu me l'as balancé, moi ça me fait rien, donc ça manque de subtilité. Une bonne grosse discussion au 80% qui règle pas forcément la situation, et basta, voilà. Donc non, j'ai pas aimé. En plus, dans celui-là, la mère de notre protagoniste est atteinte d'Alzheimer, mais à un stade très poussé, où en fait elle est dangereuse pour elle-même et pour les autres. Toute sa famille fait le choix de quitter son travail pour réemménager dans la maison de cette personne pour s'en occuper 24 heures sur 24. En fait, j'ai pas vraiment aimé qu'il y ait eu aucune nuance sur la situation, et surtout que la vision de peut-être demander de l'aide, la vision de peut-être faire appel à des infirmières ou un hôpital spécialisé soit tout de suite catégorisée de on abandonne et on est des enfants hyper malhonnêtes et tout. J'ai pas trop aimé, je vous avoue, et j'aurais vraiment voulu que toute la question de la culpabilité, de peut-être ne pas avoir envie de s'en occuper, soit un sujet, et là non, il y a eu en fait aucune vraiment discussion sur ça. Donc en même temps, j'ai énormément de respect pour eux parce que c'est vraiment pas facile les choix qu'ils ont dû faire, mais d'un autre côté, j'aurais aimé qu'on en parle plus, tu vois, et que surtout on se ferme pas autant de portes. Et après, juste, je suis désolée, mais la romance pour moi était un enfer parce que elle était chez sa mère tout le temps à s'en occuper, et lui habitait à l'autre bout des États-Unis, à Los Angeles, et les deux se sont pourris la vie à essayer de faire une relation à distance alors que psychologiquement ce n'était pas possible, financièrement non plus, et les gens n'avaient juste pas de thunes, et dès qu'ils se voyaient, ben certes c'était cool, mais en fait ça leur faisait plus de mal que de bien, et genre franchement dans la vraie vie, mais genre jamais en fait ça se passe, et surtout si tu t'aimes vraiment, tu dis à l'autre on se met en pause là, parce que c'est pas possible en fait, là on s'épuise mutuellement, on prend du temps chacun de ce côté pour régler nos problèmes et on se retrouve dans quelques années. Donc bref, vraiment si vous voulez être anxieux, lisez ce livre. Pour moi ce livre c'est un énorme raté, donc je suis extrêmement déçue. En parlant d'un autre énorme raté, Left Off Forever de Tara DeWitt, il ne faut pas confondre attirance sexuelle et complicité, intimité et lien en fait entre les personnages. On a un couple qui s'est divorcé quand ils avaient 25 ans à cause de problèmes d'infertilité qui leur bouffaient trop la vie, et ils se retrouvent 10 ans plus tard et d'un coup ils réalisent qu'en fait ils sont toujours amoureux l'un de l'autre, partent en vacances ensemble, ils recouchent ensemble et ça sauve tous leurs problèmes. Beaucoup trop simple, et surtout ces gens-là ont été ensemble pendant 10 ans et quand ils se retrouvent,
La seule chose à laquelle il pense, c'est oh là là, mais ses épaules sont tellement sexy, oh là là, mais j'aimerais bien me le faire et tout. Je sais pas, tu peux être autre chose que horny face à ton mari avec qui tu as divorcé et que tu as connu toute ta vie. Enfin, en fait, j'avais l'impression que ces gens-là venaient de se rencontrer et qu'il n'y avait que le physique en fait pour les rapprocher, alors que, je sais pas, peut-être discute de genre, je sais pas, l'infertilité, tu vois, que t'as vécu. Pour moi, en fait, c'était juste pas crédible de se remettre ensemble comme ça, sans parler du passé. Et surtout, le mec a sorti un truc trop bizarre parce qu'à un moment donné, la meuf a tenté justement une discussion et moi j'étais en mode mais enfin, genre thank God. Et là le mec s'est dit alors attends, non, on va faire un petit peu de BDSM ensemble. Je n'ai pas compris ce livre, vraiment extrêmement déçue. Ça n'avait rien à voir en fait avec Savor It, le premier tome. Et surtout, les 30% de ce livre sont inutiles. Erreur complète de structure du roman. Le début n'a rien à voir avec le reste et n'apporte rien. On continue les déceptions, c'est horrible. Can't Get Enough de Kennedy Ryan. Alors celui-là, c'est juste que j'ai trouvé le personnage masculin absolument imbuvable. Le mec était persuadé qu'il est le mec le plus beau du monde et que du coup, tout ce qu'il veut, il l'a. Et il s'est dit qu'il allait choper notre madame principale Hendrix. Le mec était dans un sport olympique, quoi. Genre, tous les jours, il était là, il forçait de ouf, il essayait de la coincer par toutes les façons possibles et imaginables. La meuf lui disait non, mec, j'ai pas envie, je peux pas, j'ai pas le temps pour ça. Et même si peut-être qu'à l'intérieur d'elle-même, elle est aussi attirée par toi, c'est pas une raison pour dire ouais, mais tu mens parce que je sais que t'es attiré par moi en fait, donc là tu te mens à toi-même, machin. Non, c'est non, frérot, ok? Tu arrêtes d'aller la voir tous les putains de jours. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a utilisé le fait qu'elle était quand même un petit peu attirée par lui, il l'a chopée dans le vestiaire de la soirée d'anniversaire de son ex. Il y avait 200 personnes qui dansaient dans la pièce d'à côté, pour après lui dire ah bah tu vois en fait que tu m'aimes bien et tout, tu vois en fait que tu peux pas me résister. Tout ça pour que à la fin, elle est en mode non mais en fait ce mec est incroyable, ce mec me sauve la vie. En fait moi je n'étais pas impressionnée. Et surtout une fausse girls parce que comme je vous ai dit, Maverick avant avait une autre copine et en fait Hendrix devient pote avec l'ex de Maverick. Tout ça pour se le taper dans le vestiaire de son anniversaire, sachant très bien que son ex est toujours folle amoureuse de lui. Et ensuite faire passer cette meuf pour une grosse connasse. Donc I'm sorry mais heureusement Hailey Hazelwood était là s'il vous plaît. Donc ici nous sommes dans du age gap. Nous suivons Maya qui est la petite sœur du personnage principal de Not in Love. C'est une ado qui a été assez difficile. Leurs parents c'était un petit peu le bordel, je crois qu'ils sont morts. Et du coup elle a été vraiment dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans tout et n'importe quoi. Là elle a 23 ans, elle a repris sa vie en main, ça va mieux. Et elle est invitée au mariage du coup de son grand frère. Le truc c'est que elle a toujours cette réputation d'ado un petit peu intenable. Notamment elle est folle amoureuse du meilleur ami de son grand frère qui a 35 ans, donc 23-35. Écoutez, ce sont des adultes matures et responsables, y a pas mort d'homme. Ils étaient attirés follement l'un par l'autre. Au début, évidemment, notre monsieur est rongé par la culpabilité parce que en fait, il se sent trop mal et surtout, il est terrifié à l'idée d'avoir une emprise sur elle. Elle est terrifiée à l'idée de l'utiliser ou quoi que ce soit, ou que ce soit malsain. Elle lui dit, mais frérot, en fait, genre c'est moi qui te saute dessus là. Genre tu ne comprends pas, tu ne me forces pas à faire quoi que ce soit. Finalement, ils finissent par relâcher la pression tous les deux sur cette belle île en Sicile lors du mariage. Et franchement, c'était tout ce que je voulais. C'était léger, c'était drôle, c'était sexy. Les personnages étaient bons, quoi. On avait quand même pas mal de conflits internes qui étaient super intéressants à lire et qui surtout rendent la situation acceptable. De toute façon, Hailey Hazelwood, elle peut tout faire. Tous les sujets un petit peu touchy, elle va les aborder et elle va les gérer comme une reine. Donc je l'adore en fait. Merci d'être là et merci de comprendre qu'il faut de la tension dans une romance parce que tous les autres livres que je vous ai dit là, il n'y avait pas de tension. Et qu'est-ce qui est important dans une romance? C'est d'avoir envie que les personnages se mettent ensemble. Et si jamais tu t'en fous que si les personnages se mettent ensemble, il se passe rien. Donc, ensuite, mesdames et messieurs, il était l'heure de lire la recommandation mensuelle de Clara et je me suis attaquée à Green Dot de Madeline Gray. Ce livre était une expérience et surtout, ça m'a fait rire parce que je l'ai lu juste après Romantic Summer Romance et c'est l'histoire d'une meuf qui a 23 ans qui tombe amoureuse de son collègue de travail qui en a 35 et qui cette fois-ci est mariée. Et cette fois-ci, on va suivre une histoire d'emprise, d'amour en fait qui est assez toxique. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ça s'est fait un petit peu aux dépens en fait des personnages, dans le sens, c'était pas leur intention de rendre cette situation vraiment pas ouf, mais ils étaient tous les deux un peu débiles en fait. Vraiment, c'est le mot. Notamment lui, parce que c'est censé être the bigger person dans la situation. Il n'a pas non plus réussi à redresser les choses quoi, et à être juste avec elle.
il y a un pigeon. Mais au-delà de ça, c'était aussi en fait l'histoire d'une meuf qui a 23 ans et qui va très très mal, qui est assez paumée dans sa vie, qui cherche du travail mais qui en trouve pas forcément, qui grandit, qui se cherche mais qui sait pas qui elle est. Et je pense que tous ces facteurs-là ont participé au fait qu'elle se soit intéressée à un homme marié, quoi, parce que quelqu'un qui est entre guillemets assez stable dans sa vie ne serait jamais allé aussi loin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans pas mal de passages que j'ai surlignés. La narration était excellentissime, genre vraiment, rien que pour la plume, je vous conseille ce livre. Elle explique que même si la situation est horrible pour elle, même si elle sait qu'elle est en train de mourir à petit feu, même si elle sait qu'elle n'est pas censée faire ça, c'est la seule chose qu'elle a. C'est la seule chose qui lui donne quelques minutes d'humanité et qui la fait en fait se sentir en vie. Et du coup, elle peut pas dire non. Elle se définit plus que par ce mec-là qui, en fait, lui promet qu'il va quitter sa femme. Et évidemment, il ne la quitte pas. Et vous vous battez ou quoi? Et c'était horrible à lire parce qu'en fait toi dès le début tu captes que en fait le mec ne va jamais quitter sa copine, mais en même temps comme t'es dans sa tête à elle, tu ne peux que comprendre qu'elle ne vit que de ça, que de ces instants un petit peu volés, que de cette adrénaline, et c'est horrible en fait, c'est assez horrible, mais en même temps c'est tellement beau. Et ce livre en fait c'est pas juste dire ouais y a un mec qui a trompé sa meuf avec moi pendant 4 ans, c'est aussi de rentrer dans la tête de cette personne là et de voir ce que ça fait et de voir que ça arrive pas par hasard, que c'est une meuf qui de base était assez fragile et lui en fait il est tombé un petit peu dans ce truc de oh mais elle est tellement gentille avec moi, je suis le centre de son monde, elle est prête à tout pour moi, mais il a abusé de ça, mais complet quoi. Il aurait dû voir que elle en fait elle allait super mal et que c'était pas possible de faire ça, c'est un gamin. C'est ce qu'elle finit par lui dire à la fin, elle lui dit mais t'as 10 ans plus que moi et t'es pas capable de rendre les choses justes quoi. Someone loving you is not the same as someone knowing you. Si comme moi vous êtes dans une quête de lire un petit peu plus de fiction adulte, sautez sur ça parce qu'en plus d'être extrêmement bien écrit, c'est aussi extrêmement bien exécuté, les thèmes sont parlants, tu vois, parce que tu peux penser à plein de gens dans ton entourage qui ont peut-être expérimenté quelque chose comme ça. Alors ensuite, oui, bisous, à tout à l'heure. Je t'aime. Qu'est-ce que c'était que ce truc? J'ai rien compris. La relation n'avait aucun sens. Ce livre entier n'avait aucun sens. Éloignez-vous de ça. Catherine Center a été kidnappée par des aliens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut écrire The Rom-Comers et puis ça. Bonjour, au revoir, non. On revient un petit peu à quelques audiobooks, les amis. Je me suis fait Air de Sabaa Tahir, qui est donc sa nouvelle saga de fantasy, high fantasy adulte. Et punaise, c'était quelque chose. Ce livre est extrêmement long et même si je n'ai pas tout compris, j'ai pu vachement apprécier l'idée qu'elle avait derrière, le travail surtout, la plume. Surtout comme je l'ai écouté en audiobook, je remarque que je vois beaucoup plus en fait les jolies tournures de phrases, les jolies métaphores et tout. Dans cette histoire, nous avons 3 points de vue. Nous sommes dans un monde avec plusieurs royaumes, avec évidemment des guerres qui durent depuis des années. D'un côté on a Quill qui, putain je vais dire n'importe quoi, Quill qui est l'héritier de l'Empire et donc forcément il a énormément de responsabilités. Son oncle et sa tante c'est personne d'autre que Elias et Layla. Donc si vous avez lu A Number in the Ashes, ça se passe plus ou moins dans le même monde. Le livre commence où l'Empire se fait attaquer. Du coup Quill il fuit avec son demi-frère et genre ses chevaliers et tout bref. Et sur le chemin de la fuite il tombe sur une meuf qui s'appelle Saoirse. Saoirse c'est une assassine professionnelle qui a été engagée pour tuer une personne en particulier. C'est une personne qui a commis des meurtres absolument dégueulasses dans l'Empire depuis quelques années. Cette personne arrache le cœur des enfants. Et là je me rappelle plus trop pourquoi, mais en fait ils vont s'allier tous les deux pour s'enfuir. Le truc c'est que Saoirse elle vient d'une famille de gens un peu spéciaux dont je me rappelle plus le nom, les Jaduna. Mon topo est assez dégueulasse de la situation, c'est tellement plus riche mais bref. Les deux se mentent un petit peu sur leurs véritables intentions et en même temps il y a une petite romance qui va naître entre tous les deux, mais c'est assez compliqué parce que Quill il est traumatisé de son ancienne relation d'une meuf qui est morte, tandis que Saoirse elle a été rejetée par sa famille, du coup c'est une meuf qui a assez fermé. Et de l'autre côté on a un troisième point de vue qui de base on comprend pas trop ce qu'il fout là, c'est une meuf qui s'appelle Aiz et Aiz elle fait partie du pays qui a un petit peu été défoncé par la guerre, par la vie, tout le monde crève et tout, c'est un petit peu horrible, notamment par l'Empire quoi. Elle est persuadée que une divinité existe qui s'appelle Mother Div. Et on retient Mother Div est une
connasse. Donc c'est une grande divinité qui en fait est censée veiller sur ce peuple-là. Et un jour, en fait, Moverdiv arrive en elle et elle a une révélation. Elle est l'élue de Moverdiv et du coup elle a une grande mission. Il faut qu'elle aille la sauver parce qu'elle a été emprisonnée je ne sais où. Notamment il y a pas mal de légendes autour de contes. En fait donc tout ce peuple là, cette religion elle est construite autour de 9 histoires. Sauf qu'il n'y en a que 8 dans le fameux livre de contes. La quête de Aïs c'est de trouver la 9e histoire qui permettra de libérer Moverdiv. Moverdiv au début elle l'aide un petit peu Aïs mais en fait au fur et à mesure tu captes que Moverdiv elle en a un petit peu rien à foutre, elle est en mode non mais moi je m'en bats les couilles, tu trucs, là tu fais ça, là tu fais ça. Et en fait Aïs, ben elle est un petit peu que ça dans sa vie et surtout elle se dit mais je suis l'élue, donc elle le fait tout ce que Moverdiv lui dit. Sauf qu'en fait Moverdiv est une grosse connasse et du coup ben Aïs se met à faire des trucs de grosse connasse. Et au début moi je captais pas trop en fait comment toutes ces storylines étaient reliées. Et à un moment donné tu captes comment les storylines sont reliées. Et là ça devient quand même assez sympathique. Ce livre était extrêmement riche, le world building était spectaculaire, je n'ai absolument pas pu comprendre tous ses tenants et ses aboutissants, mais que ce soit Saoirse avec l'histoire de sa famille qui a des traditions très spécifiques, Quill avec l'Empire et tout, Aïs elle avec son peuple qui a été décimé, enfin vraiment on sent que y a tout un aspect politique là-dedans qui est très très fort, elle a travaillé énormément toutes les traditions, toutes les différences entre les peuples, etc. Donc très très bien. Après moi ce n'est pas vraiment mon truc préféré donc je n'ai pas été hyper réceptive à ça, mais je ne peux que admirer le travail qui a été fait. Et c'est un livre lent. Les choses se passent petit à petit. Donc il faut juste en fait se poser et apprécier la vibe, chose que j'ai un peu réussi à faire avec mon audiobook. J'ai au final donné à ce livre 3 étoiles parce qu'il y avait quelques scènes qui étaient quand même extrêmement cool. Et puis surtout j'ai bien aimé que la morale de l'histoire elle évolue en fait au fur et à mesure du livre. Au début tu pars avec Aïs qui dit je vais venger mon peuple, rendre à ma patrie ce qui lui appartient. Et en fait au fur et à mesure elle se met à faire des trucs horribles pour sauver les siens et elle devient le méchant. Et c'est assez intéressant en fait de savoir en fait poser la limite et surtout de se dire est-ce que la mort de tout plein d'enfants dans l'Empire vaut la vie de gens chez moi, tu vois. Et ensuite parlons de l'autre audiobook qui pour le coup m'a vachement déçue, je suis un peu deg. Bury Our Bones into the Midnight Soil de Victoria Schwab. Victoria Schwab nous a publié son autre ovni, son stand-alone un petit peu bizarre qui parle de lesbienne vampire. Et en fait ce livre c'était 100% vibe, zéro plot. On suit 3 vampirettes, chacune dans une époque différente. On a une en 1500, une en 1800, une en 2019. Et en fait au début tu les suis et tu te dis mais c'est bien gentil mais en fait je m'en fous un petit peu d'avoir votre biographie chacune. Vous allez vous voir quand? Et elle se voit 10 pages avant la fin et puis après c'est la fin. Et du coup moi j'étais vachement deg parce que je m'attendais à les voir interagir ensemble et en fait tu les vois quasiment pas interagir ensemble. Le but je pense c'était juste de raconter des histoires de femmes qui chacune à leur époque étaient opprimées d'une manière différente et que du coup le fait d'être vampire ça les a sauvées, ça leur a permis de tuer leur mari, ça leur a permis de s'émanciper mais en même temps elles devenaient pas non plus des meufs hyper fréquentables. Et en fait j'ai pas compris, je pense qu'elle voulait un petit peu transmettre quelque chose mais moi j'ai pas été réceptive à ça et surtout ça manquait cruellement de plot. 10 heures, même plus que ça, en x2 à écouter cet audiobook de juste des meufs qui évoluent au fur et à mesure, qui boivent du sang mais qui savent pas trop et tout. C'était juste pas mon style, je suis un petit peu déçue parce que ça se sentait que c'était un livre qui était important pour Victoria, qu'elle espérait peut-être que ce soit son nouveau Adi Larue. I'm sad. Après la plume, voilà, on peut pas lui enlever ça, elle écrit bien, mais il faudrait qu'elle écrive bien des histoires bien. Et enfin mesdames et messieurs, clôturons avec le clou du spectacle, Watch Me de Tahel Mafi. Je vous ai posté le mini vlog de lecture il y a 2 semaines dans lequel je lis ce livre. C'est un retour à la maison, un retour aux sources, une reconnexion intérieure. Je me connecte à mon adolescente intérieure. Comment vous dire que j'étais tellement émue en fait de lire ce livre parce que c'était comme si j'avais l'occasion de lire Shatter Me pour la première fois. Vous vous rendez compte, ça fait 10 ans quand même que Shatter Me, je l'ai lu, j'ai lu en 2014. Et Tahele a été hyper intelligente avec ce comeback parce que on est 10 ans plus tard et on suit d'autres personnages principaux. On suit James, qui est le petit frère de Adam et Warner, qui tente en fait d'aller libérer le secteur 52 qui est toujours sous l'emprise du rétablissement. Et on suit Rosabelle, qui est une espèce d'esclave du secteur 52, qui doit tuer des gens, qui doit obéir à tous les ordres qu'on lui donne parce que sinon ils feront du mal à sa petite sœur. Et on va lui donner la mission de tuer James, sauf que James est intuable parce qu'il a un super pouvoir de régénération. Et James se retrouve à récupérer Rosabelle et à la ramener dans sa maison
rétablissement dans la nouvelle société pour que il puisse l'interroger et en savoir plus sur du coup les nouvelles techniques du rétablissement. Sauf que elle de son côté, elle est aussi déterminée à les espionner pour tout balancer au rétablissement. Et le tome 1 se termine tellement trop tôt. C'est la seule critique que je peux faire. C'est trop court, les gars, c'est trop court. Il s'est rien passé encore. On a une introduction, mais beaucoup trop introductive. On a une petite romance qui se tisse. Au-delà d'une romance, c'est juste que elle est complètement désespérée. Elle a vécu comme un robot durant toute sa vie. Et là, c'est la première fois qu'une personne est un petit peu gentille avec elle. Du coup, elle comprend pas. Il a une envie de reconnaissance. Il a une envie de prouver ce qu'il vaut. Et du coup, cette mission-là, vraiment, il veut la réussir. Il mélange cette envie de bien faire à son envie un petit peu de se rapprocher de Rosabelle. Et c'est assez doux, assez mignon. Et là où je vous disais que Tarella est intelligente, c'est qu'en fait, on est toujours dans ce monde-là, mais on voit autre chose. Donc, on a de la nouveauté, c'est appréciable. Mais en même temps, on revoit nos amoureux Aaron, Juliet, Kenji. Parce qu'en fait, ce sont des personnages secondaires. C'est pas comme si ils étaient je sais pas où et qui revenaient en mode hey. Non, c'est vraiment des personnages secondaires. Donc, on a encore nos petits chéris qui sont là. Si vous n'avez pas lu la saga initiale, vous pouvez lire ça, mais en fait, elle réexplique pas. Donc, vous allez être un petit peu paumé, mais je pense pas non plus que ce soit horrible, quoi. Donc, si vous avez envie de découvrir l'univers de Chatterme, allez-y. Après, en fait, je pense que vous comprendrez pas la moitié des rêves, mais on s'en fout. Et vraiment, mon truc préféré de ce roman, je pense, au-delà des interventions de Warner, évidemment, c'est le ton hyper détaché de James, parce que comme, en fait, ce mec est intuable grâce à son pouvoir, il n'a pas peur de mourir, et quand tu retires la peur, tu tombes, en fait, sur une personne qui voit la vie très différemment, et qui, en fait, est insouciant de tout, qui, quand on le menace de mort, ça lui passe au-dessus de la tête, et du coup, il a constamment ce côté un petit peu sarcasme et humour que j'aime beaucoup, qui est aussi un moyen de cope avec tout son PTSD de son enfance assez traumatisant. Pour le moment, c'est un de mes préférés de 2025, je le protège et j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Et écoutez les amis, c'est la fin de cette update lecture. J'espère que j'ai pu bien vous parler de tous ces livres, peut-être que je vous ai donné envie d'en lire certains, peut-être que vous en avez lu certains. Dans ce cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.